1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 6. Le café du châtaignier était presque vide. Un rayon de soleil oblique entrait par la fenêtre et dorait la surface des tables poussiéreuses. Il était 15 heures, l'heure solitaire. Une musique métallique s'écoulait des télécrans. Winston était assis dans son coin habituel, le regard fixé sur son verre vide. De temps en temps, il jetait un coup d'œil au large visage qui le regardait du mur d'en face. « Big Brother vous regarde », disait la légende. Un garçon, sans attendre la commande, lui remplit son verre de gin de la Victoire et y fit tomber quelques gouttes d'une autre bouteille qu'il agita, dont le bouchon était traversé par un tuyau. C'était de la saccharine parfumée au clou de girofle, spécialité du café. Winston écoutait le télécran. Il n'en sortait pour l'instant que de la musique, mais il pouvait y avoir, d'un moment à l'autre, un bulletin spécial du ministère de la Paix. Les nouvelles du front africain étaient extrêmement alarmantes. Winston s'en était d'une façon intermittente inquiété tout le jour. Une armée eurasienne, l'Océania était en guerre avec l'Eurasia, l'Océania avait toujours été en guerre avec l'Eurasia, s'avançait en direction du sud, à une vitesse terrifiante. Le bulletin de midi n'avait mentionné aucune région précise, mais il était probable que l'embouchure du Congo était déjà un champ de bataille. Brazzaville et Léopoldville étaient en danger. On n'avait pas besoin de regarder une carte pour savoir ce que cela signifiait. Il n'était pas simplement question de perdre l'Afrique centrale. Pour la première fois de la guerre, le territoire de l'Océania lui-même était menacé. Une violente émotion, pas exactement de la peur, mais une sorte d'excitation indifférenciée s'élevait en lui, comme une flamme, puis s'éteignait. Il cessa de penser à la guerre. Il ne pouvait, ces jours-là, fixer son esprit sur un sujet que pendant quelques minutes. Il prit son verre et le vida d'un trait. Il en eut comme toujours un frisson, et même un léger haut-le-cœur. Le breuvage était horrible. Les clous de girofle et la saccharine, eux-mêmes plutôt d'un goût répugnant de remède, ne pouvaient déguiser l'odeur d'huile. Le pire de tout était que l'odeur du gin, qui ne le quittait ni jour ni nuit, était inextricablement liée dans son esprit à l'odeur de ses... Il ne les nommait jamais, même mentalement, et autant que possible, ne se les représentait jamais. Ils étaient quelque chose dont il avait à moitié conscience, qui rôdait près de son visage, une odeur qui s'attachait à ses narines. Comme le gin lui remontait, il rôta entre des lèvres rouges. Il était devenu plus gras depuis qu'on l'avait relâché et avait retrouvé son teint. En vérité, l'avait plus que retrouvé. Ses traits s'étaient épaissis. La peau de son nez et de ses pommettes était d'un rouge vulgaire. Son crâne chauve lui-même était d'un rose trop foncé. Un garçon, toujours sans avoir reçu d'ordre, apporta le jeu d'échecs et le Times du jour. La page tournait au problème d'échecs. Puis, voyant le verre de Winston vide, il apporta la bouteille de gin et le remplit. Il n'était pas nécessaire de donner des ordres. On connaissait ses habitudes. Le jeu d'échecs l'attendait toujours. La table du coin lui était toujours réservée. Même quand le café était plein, il avait sa table pour lui seul, car personne ne se souciait d'être vu assis trop près de lui. Il ne prenait même pas la peine de compter ses consommations. À intervalles irréguliers, on lui présentait un bout de papier sale, qu'on disait être la note, mais il avait l'impression qu'on lui faisait toujours payer moins qu'il ne devait. Peu importait d'ailleurs que ce fût le contraire. Il possédait toujours maintenant beaucoup d'argent. Il occupait même un poste, une sinécure, plus payée que ne l'avait été son ancien travail. La musique du télécran s'arrêta et une voix la remplaça. Winston leva la tête pour écouter. Pas de bulletin du front pourtant. Ce n'était qu'une brève annonce du ministère de l'Abondance.
Au trimestre précédent, paraît-il, le quota du 10e plan de 3 ans pour les lacets de souliers avait été dépassé de 98%. Il examina le problème des chèques et posa les pièces. C'était un problème qui demandait de l'astuce et mettait en jeu 2 cavaliers. Les Blancs jouent et gagnent en 2 coups. Winston leva les yeux vers le portrait de Big Brother. Les Blancs gagnent toujours, pensa-t-il, avec une sorte de mysticisme obscur. Toujours, sans exception. Il en est ainsi. Depuis le commencement du monde, dans aucun problème d'échec les Noirs n'ont gagné. Ce jeu ne symbolisait-il pas le triomphe éternel et inéluctable du bien sur le mal? Le visage plein de puissance, calme, lui rendit son regard. Les Blancs font toujours échec et mat. La voix du télécran s'arrêta et ajouta sur un ton différent et plus grave. Vous êtes prié d'écouter à 15h30 une importante déclaration. 15h30. Ce sont des nouvelles de la plus grande importance. Ayez soin de ne pas les manquer. 15h30. La musique métallique se fit à nouveau entendre. Le cœur de Winston frémit. C'était le bulletin du front. Un instinct lui disait que c'était de mauvaises nouvelles qui arrivaient. Toute la journée, avec de petits sursauts d'excitation, la pensée d'une défaite écrasante en Afrique avait hanté son esprit. Il lui semblait voir réellement l'armée eurasienne traverser en masse la frontière jamais violée jusqu'alors et se déployer dans le sud de l'Afrique comme une colonne de fourmis. Pourquoi n'avait-on pu d'une façon ou d'une autre les prendre à revers? La ligne de la côte occidentale africaine se détachait nettement dans son esprit. Il prit le cavalier blanc et le déplaça sur le jeu. C'était là qu'était le bon endroit. Tandis qu'il voyait dévaler la horde noire vers le sud, il considérait une autre force, mystérieusement rassemblée, qui s'implantait sur les arrières de la première et coupait ses communications par mer et par terre. Winston sentait que sa volonté faisait naître cette autre force, mais il était nécessaire d'agir rapidement. S'ils obtenaient la domination de toute l'Afrique, s'ils possédaient des champs d'aviation et des bases sous-marines au Cap, ils couperaient l'Océania en 2. Cela pouvait tout signifier: la défaite, l'écrasement, le nouveau partage du monde, la destruction du parti. Il respira profondément, une étrange mixture de sentiments. Mais ce n'était pas à proprement parler une mixture. C'étaient plutôt des couches successives de sentiments, dont on ne pouvait dire laquelle était plus profonde. Une étrange mixture de sentiments luttait en lui. L'accès disparut. Il remit à sa place le cavalier blanc, mais ne put, pour le moment, entreprendre une étude sérieuse du problème d'échec. Ses pensées s'égaraient de nouveau, presque inconsciemment. Il traça du doigt dans la poussière de la table. 2 plus 2 égale 5. Ils ne peuvent pénétrer en vous, avait-elle dit, mais ils pouvaient entrer en vous. Ce qui vous arrive ici vous marquera à jamais, avait dit O'Brien. C'était le mot vrai. Il y avait des choses, vos propres actes, dont on ne pouvait guérir. Quelque chose était tué en vous, brûlé, cautérisé. Il avait vu Julia, il lui avait parlé. Il n'y avait aucun danger à le faire. Il savait, presque instinctivement, que le parti ne s'intéressait plus maintenant à ses actes. Il aurait pu s'arranger pour la rencontrer une seconde fois, si elle ou lui l'avait désiré. C'était réellement par hasard qu'ils s'étaient rencontrés. Ils se trouvaient dans le parc, par un jour de mars froid et piquant, alors que la terre est dure comme du fer. Toutes les plantes semblent mortes. Il n'y a nulle part de boutons. Hors ceux de quelques crocus qui ont poussé plus haut que les autres plantes et sont battus par le vent. Les mains gelées et les yeux humides, il marchait à bonne allure quand il la vit à moins de 10 mètres de lui. Il vit tout de suite qu'elle avait changé. En quoi, il ne put le définir. Ils se croisèrent presque sans se regarder. Puis il se retourna et la suivit, sans grand empressement. Il savait pouvoir le faire sans danger. Personne ne s'intéressait à eux. Elle ne parlait pas. Elle obliqua à travers la pelouse comme pour essayer de se débarrasser de lui, puis parut se résigner à sa présence.
Ils étaient au milieu d'un bouquet d'arbustes dépouillés de leurs feuilles, qui ne les cachaient ni ne les protégeaient du vent. Ils s'arrêtèrent. Il faisait horriblement froid. Le vent sifflait à travers les rameaux et agitait les rares crocus poussiéreux. Il lui entoura la taille de son bras. Il n'y avait pas de télécran, mais il pouvait y avoir des microphones cachés. En outre, on pouvait les voir. Cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Ils auraient pu se coucher par terre et faire cela s'ils l'avaient voulu. Winston se sentit à cette pensée glacé d'horreur. Julia ne réagit dans aucun sens à l'étreinte de son bras. Elle n'essayait même pas de se libérer. Il comprit alors ce qui avait changé en elle. Son visage était plus blême, et une longue cicatrice, en partie cachée par les cheveux, lui traversait le front et la tempe. Mais ce n'était pas en cela qu'était le changement. C'était que sa taille avait épaissi, et s'était roidie d'une façon étonnante. Il se souvint avoir une fois aidé, après l'explosion d'une bombe fusée, à sortir un corps des décombres. Il avait été étonné non seulement du poids incroyable de la chose, mais de sa rigidité et de la difficulté éprouvée à la manier. Cela ressemblait à de la pierre plutôt qu'à de la chair. Le corps de Julia donnait cette impression. Il sembla à Winston que la texture de sa peau devait être aussi tout à fait différente de ce qu'elle avait été. Il n'essaya pas de l'embrasser et ils ne se parlèrent pas. Tandis qu'il traversait la pelouse en sens inverse, elle le regarda en face pour la première fois. Ce ne fut qu'un coup d'œil rapide, plein de mépris et de dégoût. Il se demanda si ce dégoût venait du passé, ou s'il était aussi inspiré par son visage boursouflé et les larmes que le vent continuait à faire couler de leurs yeux. Ils s'assirent côte à côte sur 2 chaises de fer, mais pas trop près l'un de l'autre. Il vit qu'elle allait parler. Elle avança de quelques centimètres sa chaussure grossière et écrasa du pied un rameau. Il remarqua que ses pieds semblaient s'être élargis. « Je vous ai trahi, dit-elle méchamment. « Je vous ai trahi, répéta-t-il. Elle lui jeta un autre rapide regard de dégoût. Parfois, dit-elle, il vous menace de quelque chose qu'on ne peut supporter, à quoi on ne peut même penser. Alors on dit « Ne me le faites pas, faites-le à quelqu'un d'autre, faites-le à un tel. » On pourrait peut-être prétendre ensuite que ce n'était qu'une ruse, qu'on ne l'a dit que pour faire cesser la torture, et qu'on ne le pensait pas réellement. Mais ce n'est pas vrai. Au moment où ça se passe, on le pense. On se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sauver, et l'on est absolument prêt à se sauver de cette façon. On veut que la chose arrive à l'autre. On se moque pas mal de ce que l'autre souffre. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi, répéta-t-il en écho. Après, on n'est plus le même envers l'autre. Non, dit-il, on n'est plus le même. Il n'y avait pas, semblait-il, autre chose à dire. Le vent plaquait contre leur corps, leurs minces combinaisons. Ils furent tout de suite gênés de rester assis là, silencieux. En outre, il faisait trop froid pour demeurer immobile. Elle prétexta vaguement d'avoir à prendre le métro, et se leva pour partir. « Nous nous reverrons, dit-il. »« Oui, répondit-elle, nous nous reverrons. »